Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets et des exposés, notamment à celui de la réalisation d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Hassim Saoud. Le général d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu en audience au siège de l'état-major de l'ANP Jasper Wick, directeur politique au ministère fédéral allemand de la Défense, qui est en visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de nos hauts niveaux. Dans notre dossier agriculture, nous vous parlerons d'une ferme à Lerouat qui fait dans l'élevage bovin, l'aliment de bétail et la céréaliculture, entre autres. Un projet initié par le groupe Cosider qui a misé sur la diversification de ses activités. Un reportage est à suivre. Dans la bande de Gaza, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses frappes incessantes malgré les demandes de cessez-le-feu de la communauté internationale. La situation humanitaire est de plus en plus critique. Le point de situation dans ce journal. Et puis nous terminerons à Timimoun, dont l'architecture est atypique. Elle constitue un véritable patrimoine séculaire. Culture, tradition, rites et légendes, elle est l'emblème des cités oasiennes du pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Cette réunion a été consacrée au projet de loi relatif au partenariat public-privé et à des exposés, notamment sur le projet de réalisation d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Hassim Saoud, ainsi que sur le lancement du dispositif relatif à l'auto-entrepreneuriat. Et pour en savoir davantage, nous avons en direct de la présidence de la République Feriel Assari. Feriel, bonsoir. Plusieurs dossiers étaient au menu de cette réunion du Conseil des ministres, notamment celui du projet de la nouvelle raffinerie de pétrole de Hassim Saoud. Est-ce qu'on a d'autres informations à ce sujet, Feriel ? Oui, bonsoir Nour. Effectivement, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidé aujourd'hui son premier conseil de l'année 2024. Une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il y a eu plusieurs exposés qui ont été entendus. Voici les principaux points à retenir. Le président de la République a écouté un exposé sur l'entrepreneuriat et il a insisté sur le fait qu'il n'y ait pas de confusion entre les métiers de l'entrepreneuriat et les professions artisanales afin de les préserver. Il a également encouragé la création de ce genre d'espace créateur de richesses et d'emplois. Le président de la République a également assuré que ce dispositif doit connaître une large campagne d'information pour toucher le plus grand nombre de personnes. Lors d'un exposé sur la raffinerie de Hassim Saoud, il a été annoncé que l'Algérie avait arrêté l'importation de toutes sortes de carburants et d'essence. Le chef de l'État a appelé à encourager ce secteur et à poursuivre dans cette voie et à s'orienter dorénavant vers l'exportation des carburants sous toutes ses formes. Un autre exposé a été entendu sur les mesures concernant les produits de large consommation. À ce propos, le chef de l'État a donné des instructions pour moderniser les laboratoires de contrôle dans les ports et les aéroports pour contrôler la qualité
et des viandes importées notamment. Le chef de l'État a également ordonné au ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique de récupérer la propriété industrielle dans les alentours du centre d'El Hadjar à Annaba et de l'orienter vers l'investissement. Et enfin, le président de la République a demandé à ce que la situation des étudiants palestiniens en Algérie soit étudiée pour prendre en charge immédiatement leurs préoccupations dans leur cursus universitaire. Voici, Nour, donc les principaux points à retenir pour ce premier Conseil des ministres de l'année. Merci à vous, Falila Sari. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de la présidence de la République. Je vous en parlais également en titre. Le général d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience aujourd'hui au siège de l'état-major de l'ANP Jasper Wick, directeur politique au ministère fédéral allemand de la Défense et conseiller à la politique étrangère et de sécurité auprès du ministre de la Défense. Jasper Wick est en visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau. Yanis Elbelqassem. Étaient présents à cette rencontre des officiers généraux et généraux-majors de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'ambassadrice d'Allemagne à Alger et les membres de la délégation allemande. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les perspectives de la coopération militaire bilatérale et les moyens de développer et de consolider la coordination pour les questions d'intérêt commun. Les deux parties ont également évoqué les défis sécuritaires prévalents dans le monde, particulièrement dans le bassin méditerranéen et sur le continent africain, et ont échangé les points de vue sur les questions d'actualité. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution de bienvenue, à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue aux responsables allemands et à la délégation qui l'accompagne, avant de mettre l'accent sur la volonté des deux pays à consolider davantage les liens de coopération bilatérale et l'a hissé à la hauteur de la qualité des relations entre l'Algérie et la Fédération d'Allemagne. Il m'est agréable, une fois encore, de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne au sein du siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Votre visite reflète la volonté de nos deux pays à consolider davantage nos liens de coopération bilatérale et à examiner les voies et moyens de son renforcement pour la hisser à la hauteur de la qualité des relations entre l'Algérie et la Fédération d'Allemagne. À ce titre, nous sommes totalement convaincus que notre rencontre aujourd'hui sera fructueuse et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le général d'armée a en outre réitéré la volonté de l'armée nationale populaire à consolider la coopération militaire avec le partenaire allemand et à l'inscrire dans une nouvelle dynamique à même de concrétiser les objectifs tracés par les deux parties. Je voudrais souligner que la Fédération d'Allemagne demeure un partenaire de qualité pour l'Algérie, avec lequel nous veillons à renforcer nos relations bilatérales. À cet effet, nous réitérons notre ferme volonté à consolider davantage notre coopération militaire et à l'inscrire dans une nouvelle dynamique à même de concrétiser les objectifs tracés par nos deux institutions. Pour sa part, Jasper Wick a salué l'accueil qui lui a été réservé à la délégation qui l'accompagne et la ferme volonté qu'il a constatée chez la partie algérienne pour le renforcement de la coopération et de la concertation entre les deux pays sur les domaines d'intérêt commun et ce dans la perspective de promouvoir la sécurité et la stabilité dans le monde. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. C'est à Ain Temouchent que nous allons dans l'usine de fabrication de matériel agricole. Ces unités sont déployées à travers tout le pays en fournissant et renforçant le secteur avec des machines de qualité produites localement. L'usine fait en sorte d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et table sur l'exportation de ces machines. Mortar Metkour et Rina Lourari.
De la fabrication de citernes et de remorques à la production d'équipements agricoles tels que les semoirs, fertilisateurs et systèmes de traitement, cette usine implantée à Hammam Bouhdjar dans la wilaya de Ain Timouchent fournit le marché national en machinerie agricole de qualité grâce notamment à une main-d'œuvre hautement qualifiée. Cette usine compte 68 employés et produit plus de 600 machines par an, d'une valeur d'environ 244 millions de dinars. Le coût de production annuel s'élève à 181 millions de dinars. Tous les employés de cette usine sont spécialisés et qualifiés dans la fabrication de machines et de matériel agricole. Ils ont bénéficié de sessions de formation professionnelle à l'INPED. Tous nos employés sont issus de la formation professionnelle et sont spécialisés dans la soudure et la mécanique. En plus de répondre aux exigences du marché national, cette usine projette de s'étendre à l'international en exportant vers l'Afrique. Notre produit est fabriqué localement. Nous couvrons les besoins du marché national et aspirons à exporter vers l'étranger. Nous avons actuellement des contacts avec des partenaires au Bénin et au Soudan où la demande est importante. Avec des unités réparties sur le territoire national, cette entreprise de fabrication de matériel agricole contribue d'une manière efficace au développement du secteur agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en réduisant la facture d'importation. Agriculture toujours avec cette ferme du côté de la Rouate qui fait dans l'élevage bovin, l'aliment de bétail et la céréaliculture entre autres. Un projet initié par le groupe Cosider qui a misé sur la diversification de ses activités pour pérenniser ses résultats. En somme, on a une agriculture renforcée à travers l'exploitation de larges étendues, la création de richesses et d'emplois tout en assurant une sécurité alimentaire dans la région. Reportage Badi Amrani. Ces grandes étendues de terre sont exclusivement dédiées à la céréaliculture et à l'élevage dans la wilaya de la Rouate. Sur une parcelle de 1000 hectares, ce cheptel ovin s'alimente en plantes fourragères, principalement la luzerne. La ferme Nemir Tahar, exploitée par le groupe Cosider, est située à Tajmout, distante d'environ 40 km du chef-lieu de wilaya. On est à la ferme pilote Nemir Tahar, qui est affecté à casse d'ASP depuis 2019. Cette ferme a une superficie de presque de 2000 hectares, à peu près 1100 hectares, c'est de pâturage, et 800 hectares divisés pour 60 hectares, c'est de la luzerne. 80 hectares, c'est de l'orge. Et 50 hectares, blé dur. Cette ferme, la vocation principale, c'est l'élevage ovin. Ils ont acquérir 2000 têtes de brebis. Différentes races, Rambi, ou le Djellal et le Hamra, c'est-à-dire elle est un peu mélangée, mais spécialement pour l'élevage ovin. Le groupe Cosider a mobilisé de grands moyens pour l'exploitation de cette ferme, notamment l'irrigation par pivot et par aspersion pour le blé dur, l'orge et la luzerne. 5 forages ont été également réalisés pour pallier tout stress hydrique. Cette ferme produit aussi du maïs fourrage. Lors de notre tournage, les employés de la ferme s'attelaient à le transformer en silo. À peu près 80 ouvriers, c'est-à-dire différentes spécialités, des chauffeurs des tracteurs, et c'est-à-dire des manœuvres simples, ouvriers spécialisés. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire la vocation principale, c'est l'élevage ovin, c'est-à-dire la production de viande rouge, de participer à l'économie nationale. Et la sécurité alimentaire. Il faut savoir que les céréales se classent en tête des cultures pratiquées à la Rouate avec plus de 219 000 quintaux produits sur une superficie de près de 17 000 hectares. Nous avons plus de 22 communes qui pratiquent toujours la production végétale. Avec les céréaliculteurs habituels
au niveau de notre wilaya. Nous avons 300 hectares de céréales et l'élevage ovine et d'autres activités rentrant dans le plan d'action du CASDA. Wilaya à vocation agro-pastorale, la Rouat dispose d'une capacité de stockage de 432 000 quintaux de céréales. Un projet de réalisation de 8 hangars de 500 000 quintaux chacun est lancé. Pour le cheptel, cette wilaya dispose d'un effectif d'1 138 205 têtes. Avec ses atouts, la Rouat compte participer activement à la réalisation de la sécurité alimentaire en Algérie. Les dernières pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays ne sont pas de mauvais augure. Bien au contraire, on en avait grandement besoin, à vrai dire. Elles sont plutôt les bienvenues pour le secteur agricole, notamment pour l'agriculture pluviale. L'exemple ce soir à Al-Mnia, au niveau de l'exploitation d'un jeune investisseur qui s'est lancé dans la culture des agrumes, mais aussi dans la floriculture. Malika Khalifa et Malika Belal. La wilaya d'Al-Mnia, région aride dans le Sahara algérien, est devenue un véritable pôle agricole. Ces agents de la Sonelgaz s'activent depuis un mois afin d'installer dans cette exploitation agricole des poteaux électriques. Avant de me lancer dans l'agrumiculture, j'ai commencé par installer des générateurs d'électricité et d'ici un mois, tout sera opérationnel. En quelques années, cette terre aride a laissé place à des parcelles fertiles grâce aux efforts de l'Aïd, jeune investisseur agricole qui s'est lancé dans la culture des agrumes, mais aussi dans la floriculture. J'ai commencé cette activité en 2013. Je me suis toujours intéressée à la culture des agrumes. Le climat d'Al-Mnia est très adéquat pour l'agrumiculture, mais il faut rester vigilant et travailler sur sa terre 24 heures sur 24. Investir dans l'agrumiculture est pour l'Aïd un véritable défi qu'il fallait relever à tout prix. Je ne voulais pas parler de cette exploitation avant que ça soit un projet réussi. Et alhamdoulilah, pour le moment, tout marche bien. La récolte est bonne et j'arrive même à alimenter. En plus des marchés d'Al-Mnia, les marchés de Tamanrasset, d'Adrar et de Ouargla, le projet de la voie ferrée va nous permettre de commercialiser nos produits vers les wilayas du Nord. Une production de plus de 19 000 quintaux d'agrumes ont été enregistrés dans la wilaya d'Al-Mnia au cours de la saison agricole 2023-2024. Cette récolte abondante, principalement composée d'oranges, mandarines, citrons et pamplemousses, est destinée à satisfaire la demande locale et celle des wilayas avoisinantes. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, a reçu aujourd'hui au ministère de la Défense nationale le secrétaire général adjoint à la Sûreté et à la Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, Gilles Michaud. Les deux parties ont tenu des discussions bilatérales portant sur les développements prévalents sur la scène internationale et particulièrement dans la région du Sahel, et ce en présence du directeur des relations extérieures et de la coopération d'officiers généraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale ainsi que des membres de la délégation onusienne. Une rencontre à l'issue de laquelle les deux parties ont échangé des présents symboliques. Dans la bande de Gaza, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses frappes incessantes malgré les demandes du cessez-le-feu pressantes de la communauté internationale. La situation humanitaire est de plus en plus critique à Gaza. Des Palestiniens tombent en martyrs tous les jours sous les balles de l'agresseur sioniste. Un véritable génocide à ciel ouvert. Le point de situation avec Yasmine Massoudi. Pour le 93e jour consécutif, le génocide se poursuit à Gaza. Aucun recoin de la bande n'est épargné par les raids et les bombardements de l'armée sioniste, qui a mené plusieurs frappes aériennes tout au long de la nuit d'hier, dont au moins 6 à Rafah, tuant 64 personnes. Toujours au sud, à Khan Younes, où aucun répit n'est permis. Au moins 35 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans des raids ciblant tôt ce matin plusieurs maisons. Le transfert des blessés a été rendu quasi impossible en raison des bombardements incessants. Au camp de réfugiés d'El Marazi au centre, une école de l'UNRWA a été ciblée. 4 Palestiniens ont perdu la vie. Les soldats sionistes ont également ouvert le feu contre des ambulances et des équipes de secours. À ce jour, 85% de la population de Gaza a pris la fuite sans pour autant trouver un lieu sûr où s'abriter.
puisque les attaques ciblent des civils aux 4 coins de l'enclave, où la majorité des quartiers ont été réduits en cendres et les infrastructures de base totalement détruites. La crise humanitaire a atteint un stade critique. 2,4 millions de Palestiniens manquent de tout, au point que le territoire palestinien est tout simplement devenu inhabitable. Un lieu de mort et de désespoir selon l'ONU. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé avoir évacué son personnel d'un hôpital du centre de Raza, où la situation est devenue si dangereuse que les membres des équipes vivant dans cette zone n'étaient plus en mesure de quitter leur maison, en raison des menaces constantes des drones et des tireurs d'élite. La Cisjordanie occupée a droit également à son lot d'attaques et d'agressions quotidiennes. Les forces d'occupation s'en sont pris aujourd'hui au quartier de Jenin, dans une énième incursion, tuant 6 personnes et faisant de nombreux blessés. 5680 Palestiniens ont été arrêtés arbitrairement depuis le 7 octobre dernier dans ce territoire. Dans la région, les attaques incessantes de l'entité sioniste suscitent les craintes d'un débordement non seulement aux frontières avec le Liban, mais aussi en Irak, en Syrie et en mer Rouge. En parallèle, le nombre de journalistes tués depuis le début de l'agression sioniste ne cesse de grimper. 2 autres journalistes palestiniens sont tombés en martyrs suite à une frappe aérienne sioniste. Il s'agit de Hamza Wael Dahdouh, journaliste de la chaîne Al Jazeera, et de Mustafa Touraya, un vidéaste pigiste collaborant avec l'AFP. Tous 2 tués alors qu'ils circulaient en voiture. Wael Dahdouh avait déjà perdu son épouse et ses 2 enfants dans une frappe au cours des premières semaines de la guerre. Depuis le début de cette agression sioniste, 79 journalistes et professionnels des médias ont été tués. De retour en Algérie avec du football et cette cérémonie du tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d'Algérie édition 2023-2024. Elle se tient en ce moment même au Cercle national de l'armée de Beni Messous à Alger. Le tirage au sort nous a réservé pour les 32e de finale un alléchant JS Kabylie CR Belouizdad et un autre duel entre pensionnaires de Ligue 1, à savoir l'US Sauf qui affrontera l'ES Ben Aknoun. Les matchs des 32e de finale se joueront les 2 et 3 février prochains. Intéressons-nous à présent au joyau architectural de l'Oasis Rouge. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'architecture de Timimoun est atypique. Elle constitue un véritable patrimoine séculaire, d'ailleurs par sa culture, ses traditions, ses rites et encore ses légendes. Timimoun, la cité d'Ocre, est l'emblème des cités oasiennes du pays. Reportage Naïm Al-Walish. Ce qui frappe en premier quand on visite Timimoun, la millénaire Oasis Rouge, c'est sans doute son architecture. Et le bâti emblématique, c'est le siège de Cap Terre, un ancien caravansérail, aujourd'hui monument classé. Mais les artisans bâtisseurs, il n'en reste guère que 2 à Timimoun. Abdelkader est l'un d'entre eux. Artisan formateur, il veille à transmettre à travers les ateliers qu'organise Cap Terre cet art séculaire propre à cette ville réputée route du sel. La matière première pour construire, c'est-à-dire c'est les enduits de terre, est composée par l'argile et le sable fin avec, au mélange avec l'eau. On va essayer de mélanger cette pâte. On va, c'est-à-dire attendre au moins 2 heures, 3 heures de reposer la pâte. Après, on lève la pâte. Donc, on va essayer de étaler, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire sur le mur. Entièrement construit en briques de terre dont les murs sont sculptés avec des motifs géométriques à symboles variables, ce bâti est une sorte de réplique des vieux ksar de la ville. Les symboles, ça dépend. Donc il y a les symboles qui ils ont des interprétations. Il y a des symboles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est aléatoire. On est dans le siège de Centre algérien de patrimoine culturel Baté, et qui est un monument historique classé comme patrimoine national depuis février 2015 pour des raisons esthétiques et historiques.
parce qu'il est en style néo-soudanais, c'est une raison esthétique. Aussi, on trouve dans les couloirs du centre la sculpture murale sur argile. C'est un savoir-faire ancestral qui se transmet de père en fils, qui contient des symboles inspirés de la nature, de la faune, la flore, de la culture zinette, berbère, africaine, du sud algérien. Sortis de terre, il y a des millénaires, les tout premiers bâtis sont les nombreux Qsor, ces châteaux semblables aux citadelles dominant routes, oasis et infinies ergues occidentales. Timimoun, c'est une région riche de patrimoine culturel bâti en terre. C'est une région qui est pleine de qsor qui sont construits avec des techniques traditionnelles héritées de génération à des générations. Cette architecture est spécifique à Timimoun par son ancrage dans l'environnement. On a un qsar qui est sur le plan les jardins qui sont la palmeraie et la sabkha. C'est un système écologique qui commençait du Fougara qui règle le qsar, qui est un système de souterrain d'irrigation qui commence de 20 km jusqu'à les jardins de Timimoun, les palmeraies. Donc cette symbiose est finie par la construction d'un qsar qui date de en terre, qui date de sa extension extramuros, qui date de 15e à 16e siècle après Jésus-Christ. Fondamentalement écolo, ces constructions fraîches l'été, tempérées l'hiver, sont un modèle d'ingéniosité et de savoir-faire aussi bien transmis qu'enrichi de génération en génération. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Emina Zeouf. Quant à moi, je vous retrouverai pour l'édition du soir à 19h. Excellente soirée à vous et à demain.